Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, la cérémonie que vous attendez avec impatience. La remise du premier prix de la soirée. Alors, c'est un prix d'éthique. Alors, pour le remettre, on avait pensé à Henri Guénaud. Parce qu'il a d'éthique. Ok, non, parce que j'ai coécrit avec Tex aussi également. Mais au dernier moment, on a préféré l'administrateur d'Anticor, que je vous demande d'applaudir bien fort, Daniel Cordez. Il est là. Un triomphe pour Daniel. Daniel. Je vous ai amené un livre. Est-ce que vous le voyez bien dans le fond? Non? Alors, je commence par vous souhaiter le bonjour, le bonsoir à toutes et tous. Et c'est la tradition. Bonne année et bonne santé. Vous m'entendez? Ça va? La santé, justement, ou plus exactement les menaces qui pesent sur notre santé, c'est le sujet traité par la journaliste à laquelle nous remettons ce soir le premier prix d'éthique Anticor pour son dernier livre. Danger réel, traité sous l'angle de toutes les techniques utilisées de longue date par les firmes pour assurer, faire progresser leur fabrication coûte que coûte, même au prix de la santé publique. Ces techniques, le grand public en a une vague connaissance quand on lui parle de l'action des lobbies. Pour tout citoyen, l'image du lobby, c'est le fait d'assiéger les élus pour influencer leur vote. Mais c'est bien plus complexe et bien plus sophistiqué. Les lobbies, ils sont partout, sous plusieurs formes. Pour le sucre, le pétrole, le tabac, les pesticides, les hot dogs et les saucisses. Petite pause ici pour dire que notre récipiendaire glisse dans de nombreuses pages quelques notes humoristiques. Son livre s'intitule « Lobbytomie », avec un sous-titre qui situe bien le problème en l'élargissant aux prises des décisions des pouvoirs publics. Comment, dans la liste, j'aurais pu rajouter les médicaments, parce que j'en aurais bien besoin. Le sous-titre « Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie ». L'auteur, Stéphane Aurel, se penche sur les stratégies utilisées par les firmes pour intervenir, gros sous à l'appui, sur l'évolution ou le gel ou la disparition pure et simple des lois et règlements, tant au niveau national qu'au niveau européen ou mondial, pour freiner ou égarer les politiques publiques. Au passage, pourquoi pas, captation d'importants fonds européens que détaille Stéphane Aurel. En résumé, tout cela pour organiser la défense du produit. À chaque lobby, son appellation de prédilection. Association, comité, conseil, fondation, institut. Institut, c'est pas mal parce que ça a l'avantage de pouvoir être confondu avec institution. Donc, ça donne une idée d'une institution publique, ce qui n'est jamais le cas. Difficile toutefois quand le lobby a pour nom, par exemple, Institut national de la pizza surgelée, note Stéphane Aurel. On pense surtout aux produits industriels, mais le lobby s'incruste aussi dans des domaines du jeu, par exemple. Tout ce qui est addiction, vous savez. Stéphane Aurel cite le Centre pour un jeu responsable, qui est en fait financé par un consortium de casinos de Las Vegas. Ou dans le domaine des arts, on connaît par un mécénat bien ciblé. Tout commence, c'est la première partie du livre, par l'influence sur les études sur la toxicité ou l'innocuité des produits et leur publication dans des revues scientifiques. Et il y en a pléthore, lesquelles doivent en principe permettre la prise de décision des autorités. Stéphane Aurel décrit toutes les subtilités utilisées par les firmes et leurs conseillers, consultants, experts, etc. Elle aborde longuement le problème que posent les déclarations d'intérêt des auteurs de ces études, déclarations mentionnées dans les articles publiés. Une phrase véridique, citée dans l'ouvrage de Stéphane Aurel, ouvrez les guillemets, un des membres de la commission lambda a des conflits d'intérêts majeurs. 3 points de suspension, enfin, pas majeurs, mais à un haut niveau. Il n'y a pas d'énormes conflits, mais enfin, disons, d'un niveau qui ne serait pas mineur. Dans ces cas, il ne participe pas à la commission.
Mais c'est d'une limpidité. Pour terminer, voici un point qui me semble emblématique des opérations de pure propagande, pure si je puis dire. Stéphane Aurel relève les événements sportifs organisés par des firmes comme Kinder ou McDonald's, en direction des enfants. Évidemment que la progression de l'obésité, notamment, n'est pas due à une habitude de consommation sur le produit, mais bien au fait que ces enfants ne font pas assez de sport. C'est évident. Manger, éliminer. Bienvenue en lobotomie. Il est temps d'accueillir Madame Stéphane Aurel. Je suis censée vous dire quelques mots. Je suis très honorée de recevoir ce prix dans l'Anticor, d'autant plus que je ne travaille pas vraiment sur la corruption, en fait. En tout cas, sur la corruption stricto sensu. Longtemps, les sujets sur lesquels je travaillais étaient un peu relégués à la rubrique consommation des journaux. Comment choisir un shampoing où il n'y a pas trop de produits chimiques pour bébé, par exemple. Parce qu'en fait, derrière cette question-là, il y a des questions scientifiques, il y a des questions politiques, des questions de choix politiques qui sont basées, fondées sur de la recherche scientifique. Et du coup, moi, j'ai un peu longtemps eu l'impression de travailler sur des sujets qui sont dans la banlieue de la démocratie, quoi, qui ne sont pas considérés comme des sujets d'investigation par les journalistes, surtout en France, parce que en France, l'investigation, c'est surtout les affaires politico-financières, et la corruption, ça ne veut pas dire que c'est pas une... Ok. On me dit souvent ça, en fait. Il faut que je me penche comme ça. Et les sujets sur lesquels je travaille, en fait, c'est des sujets qui ont rapport avec une autre forme de corruption, qui est la corruption de la science, dans un but de défense de produits par des firmes qui, en instrumentalisant la littérature scientifique et les études scientifiques, entretiennent le doute sur la dangerosité de leurs produits pour les maintenir sur le marché. Je vais vous donner un exemple qui va sembler totalement dérisoire. Par exemple, une amie me demandait l'autre jour, alors c'est quoi cette histoire que le chocolat a des effets bénéfiques sur la santé? Donc j'ai regardé un petit peu les études qu'il y avait sur les flavonoïdes. Et en fait, les déclarations d'intérêt qui sont obligatoires dans la plupart des grandes revues scientifiques, où les auteurs des études doivent déclarer les sources de financement de leurs travaux ou leurs autres liens avec des secteurs liés aux recherches qu'ils font. La plupart de ces études qui trouvaient des effets bénéfiques du chocolat sur la santé avaient des déclarations d'intérêt du type « Les échantillons étaient fournis par Mars, l'auteur ne déclare aucun conflit d'intérêt. L'auteur est un salarié de Cadbury's, aucun conflit d'intérêt. » Je vous cite cet exemple-là, qui est le chocolat, qui est dérisoire, mais le problème, c'est que c'est la même chose pour les pesticides, pour le tabac, pour les produits chimiques, pour l'alcool, pour les médicaments. Et le problème, quelque part, ce n'est pas forcément que les firmes fassent ce travail-là. On pourrait quelque part trouver normal que des entreprises dont le but est de vendre des produits mettent tous les moyens possibles pour maintenir ces produits sur le marché. Le problème, c'est que les pouvoirs publics prennent ces études pour argent comptant. Alors, le chocolat, ça nous fait rire, mais c'est exactement la même chose pour les pesticides. Comment se fait-il que des pouvoirs publics prennent pour argent comptant des études qui sont financées par Bayer, Monsanto, BASF ou Syngenta et qui ne trouvent pas d'effets nocifs à leurs produits? Et c'est un peu le problème qu'il y a avec ces questions-là, c'est la science. Il y a un manque de culture scientifique dans le milieu politique qui est assez spectaculaire et dans l'opinion publique, enfin dans le public en général. C'est-à-dire que la science, c'est la science avec un grand S et c'est souvent perçu, y compris parmi les décideurs, comme c'est un peu la comté du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est peuplé de hobbits avec des blouses blanches qui ont le cœur pur et des intentions totalement pures, alors que la science est un domaine comme un autre. C'est un domaine, un lieu de la société où il y a des intérêts comme dans d'autres endroits. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le biais de financement, le funding effect, qui fait que
une étude qui a été sponsorisée par une firme a 4 à 8 fois plus de chances d'être positif sur le produit comparé à une étude financée sur fonds publics. Donc ce biais de financement, il est connu, il est documenté. Et ce qui est assez choquant, c'est que tout le système réglementaire, que ce soit en France, en Europe ou dans la plupart des pays aujourd'hui, est fondé sur les tests réglementaires fournis par les firmes. C'est-à-dire qu'on sait que ces tests sont biaisés statistiquement, on le sait, et on continue à autoriser les pesticides, les produits chimiques et certains des additifs alimentaires, etc., en se fondant sur des études biaisées financées par des industriels qui n'ont aucun intérêt à financer des batteries de tests qui coûtent des millions d'euros pour dire mon produit, il est vraiment, non seulement il n'est pas efficace, mais en plus il va complètement niquer l'environnement et la santé des gens. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Lobitomie. En fait, c'était parce que j'essaie de trouver un terme pour désigner ce système-là, en fait, où l'intérêt général s'est complètement retourné au sein même des pouvoirs publics dans des décisions hyper techniques. Et du coup, je rends hommage à France Inter, qui m'a complètement inspirée pour ce titre, parce que c'est Nicole Ferroni qui avait fait au fond de son jardin une petite vidéo sur les accords de libre-échange et qui avait fait ça. Mais vous êtes complètement lobitomisé. Et je trouve que ce terme-là, en fait, parce que j'ai aucune prétention académique à dire voilà comment pour rappeler le système, mais voilà, avec humour, c'est comme ça que je propose d'appeler le système dans lequel on est une lobitomie. Oh, dis donc, c'est comme au César. C'est impressionnant. C'est comme aux Oscars ou au César. Hein, voilà. Merci Johnny Depp et merci Marion Cotillard.